Tu te rappelles Rouge Muraille? Pourquoi tu dis toujours Rouge Muraille, même dans la série en VF ils disent Redwall? Bienvenue à l'abbaye de Redwall. Je crois me rappeler que les bandes annonces disaient Rouge Muraille à la télé. Et puis de toute façon, les livres ont été traduits Rouge Muraille. Bon, oui donc. Une série Nelvana, comme beaucoup d'adaptations. Celle-ci est dérivée, comme tu viens de le dire, d'une série de bouquins. Et non, le fait que les héros soient des animaux plus ou moins anthropomorphes n'est pas un changement dû à l'adaptation, comme dans Robin des Bois. C'est réellement comme ça dans les bouquins. À part ce détail, nous ne savons rien des bouquins. Je sais que si nous étions vraiment professionnels, nous les aurions lus pour cette review. Mais les journées ne font que 12 heures et il y en a vraiment beaucoup. Et c'est franchement pas des petits formats. Par contre, le fait que ce soit des animaux aussi dans l'œuvre originale n'est pas une surprise vu la série. Le fait qu'ils soient des animaux conditionne les rapports entre personnages et justifie qu'il y ait des rapports de taille démesurés. Bah, dans un conte médiéval classique, les animaux très gros pourraient être des monstres qui parlent dans un monde d'humains. Asmodeus, le serpent de la saison 1, joue le rôle classique du dragon. Sauf que lui, il dit son nom comme un Pokémon. Asmodeus. Oui, sans raison d'ailleurs. Bon, c'est pas le seul mot qu'il dit, donc c'est pas vraiment un Pokémon. Enfin bref, les personnages sont des animaux, la taille standard étant celle des souris. Les trois héros sont des souris. Oui, parce que si la saga de bouquins semble fonctionner sur le principe un bouquin / un groupe de bouquins égale un héros, la série n'adapte que 3 de ces histoires. Le fait d'adapter des histoires et pas juste un concept résulte en le fait que chaque saison est feuilletonnante, ce qui, étant rare, est un plus. L'autre plus, c'est la violence. Oui, autant vous le dire tout de suite, c'est incroyablement violent pour une série pour enfants. Et quand je dis violent, c'est pas violent comme ça. C'est pas violent comme ça non plus. C'est violent comme ça. On l'a eu. Avec du sang et tout. Ce qui est d'autant plus choquant que ça contraste avec le graphisme tout mignon. La violence graphique est plus importante dans la saison 1. La mort à l'écran reste assez fréquente même passé ce cap. En particulier, il est très mauvais d'être doublé par Benoît Alman dans cette série. Clélie ne m'abandonne pas, chef. Il n'y a pas de place chez moi pour les amateurs. Je suis fier de toi, un peu, chevalier ne frappe pas un ennemi à terre. Rendez-vous, Tagouane des Nils, ou on grillera les otages. C'est un plus pour une série comme ça parce que d'entrée de jeu, on ne se sent pas pris pour des cons. On sait qu'il va y avoir de vrais enjeux. Pour autant, les intrigues restent relativement localisées dans l'espace, surtout dans la saison 1. Autant le dire tout de suite, ça aussi, c'est pas 3 saisons, c'est 3 séries. Enfin, 2,5. La saison 2 adapte visiblement 2 bouquins distincts, mais ne tient pas bien la route sans la saison 1. Elle tient pas bien la route tout court en fait. Redwall c'est assez inégal. Bizarrement pour une série animée, ça tient pas au style ou à la mise en scène, c'est le scénario qui, parfois, pêche. Et malgré tout, c'est une série qui a au départ tout pour plaire. Un feuilleton, dur, ambiance médiévale, un instrumental pour le générique. C'est appréciable quand on sort de Spirou, croyez-moi. Rêver d'aventure extraordinaire. Mais le générique de Redwall est un peu mollasson. Il est joli, mais si on compare à Argaï, y a pas photo. Général qu'on peut faire à la série et surtout aux 2 premières saisons. Ça fait complètement balade médiévale, en fait surtout la saison 1. Ça c'est sûr, les histoires sont bien racontées, mais c'est pas très épique bizarrement. Ça manque de coups d'éclat. La vaillance de Mathias, qui est le héros de la saison 1, est loin d'être inexistante, mais c'est pas un Aragorn, ni un héros. Certains de ses compagnons sont un peu plus grands guerriers, mais ils restent avant tout les compagnons. C'est surtout gênant dans le contexte en fait. Bon, en gros, l'histoire de la saison 1 se passe dans l'abbaye de Redwall fondée par Martin le Guerrier, un héros, qui a fait vœu de pacifisme après quelques hauts faits guerriers. Mathias, le personnage principal, est un orphelin récupéré par l'abbaye après que sa famille a été massacrée par Cluny le Fléau, un rat. Ah oui, là, contrairement à Argaï ou Robin des Bois, c'est pas très difficile d'identifier les animaux parce qu'ils sont vaguement à l'échelle et souvent désignés en tant que représentants de leur espèce. Mon grand-père a connu un rat de cale. Je dirais qu'ils sont de la même espèce. Enfin, il y a quand même des exceptions. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Bref, il se trouve que Cluny cherche à envahir l'abbaye de Redwall parce que c'est ce que font les conquérants. Et Mathias, désigné par le destin, va devoir le vaincre malgré la politique pacifiste de l'abbaye, rapidement mise à mal par l'absence de scrupules de l'envahisseur. Pour ça, Mathias doit se montrer digne de l'héritage de Martin le Guerrier, notamment en retrouvant son épée.
N'en disons pas plus sur le scénario, c'est un feuilleton, on va pas spoiler trop, encore qu'il y a relativement peu de révélations. Ce sera pas utile. Dès ce point, vous aurez compris le problème. Martin le guerrier, le badassissime, le héros de la légende, la symbolique autour de lui est omniprésente. De la révérence que son image inspire aux moines et aux ennemis qui vont jusqu'à voler la tapisserie le représentant, jusqu'à son mystérieux slogan « Je suis ce qui est », anagramme de Mathias en anglais. Son fantôme hante les méchants dans leurs cauchemars et leur inspire une terreur sans nom. On aimerait savoir ce qui fait de lui le plus grand. Que ce soit clair, on sait qu'on ne saura sans doute pas son histoire, mais on s'attend, car c'est du teasing au fond, à ce que Mathias finisse soit par devenir Martin le guerrier, offrant une fenêtre sur ce que c'était que Martin le guerrier, comme dans Zelda Wind Waker, soit qu'au contraire il choisisse d'être complètement différent, comme dans Avatar le dernier maître de l'air. Dans Wind Waker, faisons comme si on n'avait pas joué à Ocarina of Time, on nous bassine avec le héros du temps, on empêche que la raclée qu'on fiche à Ganon à la fin, oui je dis Ganon, vous dites bien Hyrule, le héros du temps aurait pas forcément fait mieux. On n'en attend pas moins dans Redwall. On attend que Mathias fasse quelque chose qui ne nous fasse pas regretter qu'on raconte son histoire à lui plutôt que celle de Martin le guerrier. Ça n'arrive pas. Comment osez-vous, messieurs, entrer en ces lieux en parlant de mort et de soumission? Mais qui est cette souris? Le jeune Mathias? Non, cette souris-là. C'est très frustrant. Mais c'est clairement un parti pris. Oui, mais si tu veux, c'est un peu bizarre, parce qu'à côté de ça, Mathias a droit à sa propre tapisserie à la fin de chaque épisode, donc il y a quand même cette volonté de faire de Mathias l'héritier spirituel de Martin le guerrier. Je parle pas de ce détail. Je parle du fait que la série semble faire exprès de n'être épique que modérément. Comme on l'a dit, même la musique est comme ça. Le rythme, le graphisme, la modestie de la mise en scène, tout ça participe à une esthétique qui constitue l'identité de la série. Du moins l'identité de la saison 1 qui pose les règles du jeu. Et cette esthétique est cohérente et agréable. Elle n'est pas destinée à impressionner et à exciter, elle est destinée à émouvoir en misant tout autant sur les scènes de vie quotidienne que sur les scènes de drame et d'action. C'est là qu'on comprend pourquoi le graphisme est si mignon alors que la série n'hésite pas à parler de torture et de meurtre. Ce qui est choquant est mis en place de manière brutale et directe, sans fioriture, c'est choquant pour choquer, point barre. Il n'y a pas d'emphase autour de ce qui est brutal et tragique, et du coup, il n'y en a pas non plus autour de ce qui est noble et épique parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler de comment des gens ordinaires et sans autre ambition que de vivre leur vie quotidienne tranquillement doivent survivre à la cruauté d'un envahisseur particulièrement menaçant, comment ils parviennent à survivre, à rire, à rêver, à rester des petites souris mignonnes dessinées dans un décor tout mignon malgré une menace réelle et imminente. Et nous suivons donc ces gens ordinaires avec d'autant plus de plaisir que les personnages sont en général très bien campés. Bon, ceux de la saison 2 le sont moins, mais ceux de la saison 1 sont efficaces. La situation posée dans la saison 1, qui est la résistance de l'abbaye de Redwall à l'envahisseur, est l'occasion de montrer comment, au sein des murs de Redwall, chacun a son utilité, et de fait, le moindre figurant peut avoir ses grands moments. En outre, les compagnons du héros sont hauts en couleur et bien dosés, sachant être à la fois drôles et admirables, sans pour autant devenir des personnages trop parfaits. Ils restent au niveau de personnes qu'on peut croiser dans la rue tous les jours, ce qui permet aux spectateurs qui ont un peu de mal à s'identifier aux personnages trop bons, de s'identifier à eux. Au-delà de la surprise de départ, une série violente pour enfants j'entends, la série a beaucoup de qualités pour elle. Notamment, l'ambiance visuelle est tout à fait adaptée à l'histoire qu'on nous raconte. Jamais on ne se pose la question, comme dans Argylle, de pourquoi ce sont des animaux. Là, c'est tout à fait limpide. Encore que ça semble se dégrader un peu dans la saison 2. Et puis donc, il y a les personnages. Le méchant de la saison 1 est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air, ce qui rend le conflit plus intéressant. Si Mathias lui-même est assez fade, ce qui est un peu normal pour un héros de chanson de geste, ce n'est pas le cas de ses compagnons, comme on l'a dit. Les enjeux auxquels ils se croient confrontés du fait qu'ils sont assiégés paraissent réalistes. Ah, et il y a l'intrigue romantique. Je croyais que tu l'aimais pas, l'intrigue romantique. Moi, j'ai dit que j'aimais pas l'intrigue romantique? Bah, t'as poussé des cris exaspérés pendant le visionnage. Ah oui, c'est vrai. Non, dans l'ensemble, au contraire, l'intrigue romantique m'a plu. Du coup, quand les scénaristes se sont mis à introduire des idées foireuses qu'ils avaient pourtant si intelligemment évitées jusqu'alors, c'est sûr, ça m'a encore plus énervé que s'ils l'avaient fait dès le départ. Elle est relativement simple, cette intrigue romantique. Exactement. On n'aura pas droit aux singeries d'Ulrich et Yumi. Le héros et l'héroïne se mettent ensemble dès le premier épisode. Mathias, je suis fière d'être ton ami. Quoi? Non, il n'y aura pas de baiser. D'abord, quand les personnages sont des animaux, on évite les baisers en cadre. Ou alors, ça marche pas fort bien. Ensuite, on est au Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge, pour déclarer son amour à un chevalier, on lui donnait une pièce de sa parure en gage. Et pour accepter l'amour d'une dame, on arborait cette pièce de vêtement à son bras. Cette scène est une scène de déclaration dans les règles de la chanson de geste. Par la suite, Mathias et Fleur de Maïs se comporteront en couple établi, seront touchants et mignons et prouveront une fois de plus que si les couples heureux font vendre. Et à l'épisode 9, les scénaristes décident sans transition que, malgré l'échange de foulards qui a eu lieu en début de série, Mathias et Fleur de Maïs ne sont pas au courant des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Ne t'inquiète pas, il est avec nous maintenant. On y va. Tu en es sûr? Oui, lui aussi veut sauver sa petite amie. Enfin, je veux dire son amie. Enfin, Alors oui, cette intrigue amoureuse, c'était le quotidien d'un couple heureux, c'était simple, ça manquait d'action, de piment, de William, mais j'aimais ça, moi. J'aime les couples heureux, j'aime qu'on me promette que le bonheur en amour, des fois, ça existe. Et surtout, j'aime la cohérence. Si votre propre œuvre vous gêne, au moins, introduisez un élément scénaristique qui la défait. Pas que j'aime spécialement les Williams, mais ça avait le mérite d'être logique. Ne décidez pas sans transition que ce que vous avez fait n'a jamais existé. Oh, t'exagères, ce sont des petits détails, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour oublier qu'ils sont là. En effet, j'avais complètement oublié avant que tu m'en reparles. C'est pas aussi exaspérant que la façon dont, dans la saison 2, les personnages perdent un peu tous des neurones et qu'il ne se passe pas grand chose. Les points bavards, Basile. Plaît-il? L'appétit me laisse sans voix, d'hameçon et cesse. C'est un estomac sur 4, celui-là. Nous suivons Matiméo, le fils de Mathias, mais il est plus un figurant qu'autre chose dans sa propre histoire. Tu sais, Couli, on a passé un marché. Un marché? Alors, où se trouvent les clés? Je les ai pas sur moi. Je vais aller les chercher. Bon d'accord, mais alors dépêche-toi. Et ne parlons même pas de la sous-intrigue de l'abbaye avec Bec d'Acier qui est un épisode de filles géants sur une saison. Je peux pas te laisser dire ça. Bon, en fait, si. Cet arc est bien un épisode de filles géants. Il sert à montrer Fleur de Maïs menant son petit combat perso pendant que son mari et son fils sont en vadrouille. Et du coup, il sert à rien parce que Fleur de Maïs a déjà activement participé à l'action pendant la saison 1 et n'a pas besoin qu'on prouve sa badassitude. Et il interrompt l'intrigue principale qui a déjà bien assez de mal à capter l'attention tellement l'action n'y évolue pas. Et il fait également pas mal redite avec la saison 1. On y apprend que Martin, le guerrier ultime, n'était pas si ultime que ça parce que pour les filles, il y a une abbesse ultime qui cherche elle aussi son héritière. Bref, tous les ingrédients sont là pour que ça rate, mais le foirage n'est pas aussi complet qu'il devrait l'être. Parce que les dangers auxquels Fleur de Maïs est confrontée ne sont pas des sous-dangers pour filles. Ils sont sérieux, ils sont introduits correctement, et Fleur de Maïs n'est pas une Marissou non plus, elle est juste une brave fille qui fait ce qu'elle peut et réussit à la fin. Et ne cherche pas, dans la foulée, à se servir de ça pour prouver qu'elle est géniale malgré le fait d'être une fille. Elle réussit, point. Pas besoin de faire tout un pataquès dessus. C'est pas sous prétexte qu'elle est une fille que son exploit est plus exceptionnel que ceux de son mari et son fils. Ce qui est mauvais dans cet arc, c'est qu'il fait désordre et redite. Ce qui, même s'agissant d'une adaptation de bouquin, n'est pas surprenant pour une suite après fin fermée. Mais dans l'ensemble, il a quand même été mené avec la même intelligence que la saison 1. Faut pas exagérer quand même. Les personnages restés à l'abbaye ont pas mal perdu de neurones aussi, le cerveau du groupe est un bébé. Lettres vertes mélangées, certaines lettres sont peintes en vert. Enfin, c'est pas important. Profitons de cette saison 2 pour évoquer le problème de la morale dans Redwall. Ah, la morale. Parlons-en de la morale. En fait, on en a déjà parlé, dans la review sur la morale. Sans deck. Plus exactement, on a brièvement évoqué l'histoire de cette renarde livrée à l'ennemi dans la saison 1. Attardons-nous un peu dessus, si vous voulez bien. Ceci est une série avec animaux anthropomorphisés. Le choix des espèces n'est jamais anodin. Un renard, c'est soit un méchant, soit le copain un peu tricheur du héros. Dans les rares cas où le renard est le héros, c'est un héros qui joue des tours. On n'est pas dans un de ces cas, ni dans un cas de copain tricheur.
Cette renarde et son fils sont donc clairement destinés à être des traîtres. Mais désolé, nous n'allons pas faire le boulot des scénaristes à leur place. Nous n'allons pas décider qu'ils font partie des méchants tant que leurs actions ne nous l'auront pas prouvé. Donc ces deux renards, que font-ils? En fait, leur but est de voler des informations stratégiques importantes à Cluny le Fléau, le vrai méchant, pour les vendre à l'abbaye de Redwall, les vrais gentils. Ça fait d'eux des adjuvants plutôt que des opposants, non? Bon, il se trouve que Cluny a anticipé leur traîtrise et a décidé de s'en servir à son avantage. Il les a donc piégés pour que les informations qu'il lui vole soient fausses et lui permettent d'attirer les gens de Redwall dans un piège. Oui, parce qu'il est intelligent dans ce genre-là, Cluny. Ça fait plutôt de des opposants, mais involontairement, on va pas les classer dans la catégorie des méchants pour ça. Continuons l'épisode. Pendant que les gens de Redwall se précipitent sans le savoir dans le piège que Cluny leur a tendu, on découvre que l'intention de la renarde et de son fils était de s'introduire dans l'abbaye de Redwall sous prétexte de vendre des informations et d'en profiter pour voler l'argenterie. D'accord, ça c'est pas très gentil, mais sincèrement, de leur point de vue, les infos qu'ils ont vendues étaient authentiques. Et un peu d'argenterie en moins, c'est pas très cher payé pour la perspective de sauver toutes les vies réfugiées dans l'abbaye. Et puis, il y a cet accident. Le vieux moine Mathusalem les surprend en plein cambriolage. Le fils de la renarde, son fils, pas elle, assomme Mathusalem sans l'intention de le blesser, juste de l'assommer pour pouvoir s'enfuir avec sa mère. La mère s'inquiète immédiatement de la santé de sa victime. Est-il mort? Et c'est le fils qui lui fait remarquer qu'ils doivent plutôt s'inquiéter pour leur sécurité. Malheureusement, les gens de Redwall qui ont réussi à échapper in extremis au piège de Cluny et sont persuadés que la renarde était sa complice depuis le début, reviennent et trouvent Mathusalem blessé. Ils réussissent à capturer la renarde, mais le fils réussit à s'enfuir. Mathusalem mourra des suites de sa blessure, il est très vieux. Les gens de Redwall, sans autre forme de procès, décident de livrer la renarde à Cluny. Ils pensent qu'il la punira de mort parce qu'elle a échoué dans sa mission de les faire tomber dans un piège. La renarde sait qu'il la tuera, mais pour lui avoir volé des informations bonne foi. Elle supplie qu'on ne la livre pas et on la traîne à la porte sans aucune pitié. Petit rappel. À ce stade, la seule chose blâmable qu'a fait cette renarde, c'est de voler l'argenterie. Les infos qu'elle a données, elle les croyait bonnes. Et ce n'est pas elle qui a blessé Mathusalem. On assiste en direct à la punition d'un personnage pour 2 crimes qu'il n'a pas commis. Cette injustice commise par les gentils serait intéressante si elle cherchait à démontrer que les héros sont pas parfaits, qu'ils ont leur part de culpabilité aussi, mais qu'ils sont quand même moins méchants que l'autre camp. Mais non! D'abord, le fils qui s'est enfui. On laisse entendre qu'il est tué par le serpent Asmodeus, juste au cas où la production serait pas d'accord pour une saison 2. Ensuite, quand il y a effectivement une saison 2 et que le fils revient pour se venger, la légitimité de cette vengeance ne sera jamais mise en scène. On a clairement raconté une autre version de l'histoire à Mathiméo. Mathias ne sera jamais confronté à ses crimes. Et si un spectateur a loupé la saison 1, il n'a aucune raison de penser que les motivations du grand méchant ne sont pas sorties de son cerveau malade. On n'est pas dans un cas où le héros est gris. On est dans un cas où un gentil fait quelque chose d'objectivement méchant et que la mise en scène nous fait comprendre que l'auteur est persuadé que cette chose objectivement méchante est gentille. Comme c'est le cas pour Jor-El dans Man of Steel, et non, on ne lâchera jamais l'affaire sur ce sujet. No. Everybody here is already dead. Si la punition de cette renarde n'est pas injuste, c'est parce que cette renarde est une renarde, donc elle mérite sa punition. Si on ne sait pas pourquoi, elle le sait sûrement. C'est une renarde, donc elle est méchante. Et vous savez ce qu'il y a de plus dérangeant dans tout ça? Dans cet univers, les renards. Je dirais Michel. C'est exactement ce que tu dis. C'est que j'en ai eu des gitans dans mon régiment. Tous des canailles et des voleurs. À la décharge de Mathias, c'est pas lui qui décide de livrer la renarde à Cluny, c'est Basile. Et Basile, c'est un vétéran de guerre qui a l'esprit un peu plus pragmatique malgré sa tête d'ange. Pragmatique et pervers un peu. Pardi, ce n'est point compliqué. Vous la pendez, les tripez, vous la mettez sur la roue, vous la jetez au loup. Ou alors, pis encore, nous la laissons filer. Êtes-vous devenu fou? Bien au contraire, car Cluny saura prendre soin de cette traîtresse. Moins dérangeant, mais quand même un peu contestable. Au cours de sa quête, Mathias est amené à rencontrer une colonie de musaraignes communistes, en tout cas démocrates. Chaque décision concernant leur communauté est soumise à un vote et pour que ce vote soit éclairé, il est précédé d'un débat. Autant dire que Mathias renonce vite à demander l'aide de ses andouilles qui pensent que le peuple a voix au chapitre pour les sujets qui le concernent. La démocratie, ce fléau. Bon, en réalité, il renonce surtout parce que ce processus prend un temps monstre.
La critique du communisme et de la lenteur des processus démocratiques, encore ça va, mais le coup de la renarde c'est habituellement le genre de truc qui peut nous dégoûter d'une série. Pas parce qu'on refuse de pardonner le moindre manquement au politiquement correct, mais parce que ça nous fait du mal à nous en particulier. On a renoncé à faire une vidéo sur Green Lantern de la série animée parce que la fin démontre que se laisser aller aux sentiments amoureux est la chose la plus dangereuse et qu'il ne faut jamais, au grand jamais, écouter son cœur, sous peine de mettre en péril la galaxie tout entière. Shuki a failli décrocher le code Lyoko parce que la saison 2 démontre que dans la vie, quelle que soit la force et la noblesse dont tu fais preuve, le malheur finit toujours par te corrompre et te pousser à devenir méchant avec tes amis, avec ta copine et tout le team. Et on est toujours en train de ruminer l'apologie du génocide dans Man of Steel. Pourquoi est-ce que le coup de la renarde ne nous a pas dégoûté de la série Redwall? Encore une fois, l'esthétique. La série nous fait bien comprendre que parfois elle veut juste choquer pour choquer. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Rien que les couvertures des livres nous annoncent la couleur. Avouons-le, cette série ne nous a jamais promis qu'elle serait morale. Elle ne nous a jamais promis de parler de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Les héros font un truc blâmable et l'auteur ne semble pas trouver ça blâmable, ok. Mais l'auteur ne s'est pas engagé à réfléchir à ce qui est blâmable et ce qui ne l'est pas. L'auteur s'est engagé à nous raconter l'histoire de gens qui survivent, et c'est ce qu'il nous raconte. On en veut aux héros de l'injustice qu'ils commettent. Mais on ne tombe pas des nues non plus. On sait depuis le départ qu'ils ne sont pas plus sympas que ça, pas plus nobles, qu'ils n'ont pas plus de volonté que ça d'être nobles, et que depuis le début de la série, ils remettent en question leur valeur principale qui est le pacifisme. On peut accepter qu'ils faillissent. On peut leur laisser une chance de nous démontrer que, malgré cette chute, ils valent la peine qu'on les suive. Et puis bon, l'histoire redémarre très vite après, donc on peut reprendre le fil du feuilleton en ravalant sa rancune. C'est pas comme dans Man of Steel où on espérait qu'après l'arc de Krypton, le film se mette à raconter autre chose, comme, je sais pas, l'histoire de Superman. Mais non, Jor-El rapplique pour continuer de nous vendre sa soupe génocidaire. Mais revenons à nos saisons. Nous avons donc eu une saison 2 passable, après une saison 1 réussie, mais où les hauts faits du héros sont atténués par l'idée qu'il existait, bien avant lui, le héros ultime Martin le Guerrier, et que son histoire à lui qu'on ne connaît pas a l'air bien plus intéressante. Et la saison 3, elle est sur quoi? Martin le Guerrier. Et il est exactement comme on a annoncé qu'il était. Il est le badass ultime. Mais badass ultime façon Bethesda. Pendant toute sa saison, il va s'attarder à faire les quêtes secondaires pendant que ses sidekicks font tarder la quête principale, histoire qu'on n'oublie pas qu'elle existe. Obligé parce qu'il est tellement badass que s'il s'en prenait au problème principal dès le premier épisode, il n'y aurait pas de saison. Là, je crois qu'il va falloir que tu développes quelque peu. Avec grand plaisir. Donc, Martin le Guerrier était le fils d'un chef viking qui, avant d'aller mourir à la guerre, lègue son épée à son fils en lui faisant jurer de ne jamais se la laisser prendre. Manque de peau, 2 minutes plus tard, le gamin et l'épée sont pris par une hermine esclavagiste qui cherche de la main-d'œuvre gratuite pour la construction de sa forteresse. Notre Martin va donc grandir en esclavage, forcir et rester sagement esclave, jusqu'à ce qu'arrive Rose de Beauval, une fille de noble famille à la recherche de son fugueur de petit frère, dont elle a entendu dire qu'il se trouvait parmi les esclaves de la forteresse. Lorsqu'elle arrive à portée de voix, Martin est au pilori à l'extérieur de la bâtisse suite à un acte de rébellion qui lui a valu d'être puni. C'est donc avec lui qu'elle entre en contact pour organiser l'évasion de son petit frère. Ça prend quelques épisodes, mais Martin arrive à s'évader en compagnie du frère en question, doublé par Patricia Legrand, et d'un écureuil nommé François qui partageait leurs cellules. Mais là, attention, cette évasion n'est pas uniquement le fait de Rose de Beauval. En fait, tout le groupe d'esclaves à l'intérieur entre dans le complot afin que les trois réussissent à s'évader. Et ils ne font pas juste ça parce qu'ils sont sympas, ils font ça parce qu'ils comptent bien sur leurs amis pour tenter de les faire évader à leur tour au plus vite une fois qu'ils seront dehors. Vous êtes bien d'accord, la quête principale de Martin, c'est de revenir dès que possible affronter l'hermine esclavagiste, libérer les esclaves et récupérer l'épée de son père. On garde bien ça en tête, ok? Ok. Mais pendant la course-poursuite en bateau qui suit l'évasion, le petit groupe de Martin est séparé. Le petit frère doublé par Patricia Legrand et l'écureuil d'un côté, Martin et Rose de l'autre. Du coup, une fois séparés, chaque groupe doit décider de ce qu'il va faire de sa liberté. Patricia Legrand et l'écureuil font le choix de retourner à la forteresse pour essayer de délivrer les esclaves à eux tout seuls. Le choix de Martin, par contre, c'est de traverser le pays à pied pour rejoindre Beauval, le pays de Rose, et demander des renforts armés au père de celle-ci. La saison 3 sera donc le récit de cette traversée, pendant que l'écureuil François essaye de résoudre le problème principal sans l'aide du héros, et il y arrive presque. Sur son chemin, Martin se montre à la hauteur de la réputation qu'il a dans les autres saisons. Il fait des trucs badass, affronte des autochtones, en aide d'autres. Mais pendant ce temps-là, on est en train de stresser parce que, pendant qu'il s'attarde à faire du tourisme, l'écureuil risque fort de réussir la quête sans lui. Sauf que l'écureuil finit par échouer.
Et quand Martin revient ensuite à la tête d'une armée, ce n'est pas uniquement qu'il réussit là où l'écureuil a échoué parce que lui a une armée. C'est aussi qu'il ne fait pas les erreurs que l'écureuil fait parce que tout ce qu'il a appris durant son long voyage à pied lui a donné l'état d'esprit nécessaire pour faire le choix qu'il fallait à la fin. Je prends l'épée de mon père à témoin. Et je jure par elle et sur elle de ne plus jamais combattre avec elle. Un héros Bethesda, je te dis. Il commence comme prisonnier, il devient surpuissant parce qu'il s'attarde à faire toutes les quêtes secondaires avant de se tourner vers la quête principale. Quoi qu'il en soit, si l'esthétique de la saison 1 est meilleure que celle des autres, pour le reste, la troisième est la meilleure des trois, parce que son personnage est le meilleur des trois. C'est Batman. Il est fort, il est aussi intelligent qu'on attend qu'il soit, il est efficace dans tout ce qu'il entreprend, il est aussi moral que l'on voudrait, ce qui est un plus par rapport aux deux autres saisons, et son histoire est pleine d'action et d'aventure. Il est entouré par de très bons personnages, dignes des personnages qui sont apparus dans les premières saisons, mais lui-même crève l'écran, et les méchants sont tout à fait à la hauteur. Je veux ce qui est à moi, Barabal. Rends-moi ma part. Ta part est rien, et c'est ce que tu vas avoir. Tu n'as pas compris, vieux compère. On n'est pas venu mendier. On est là pour prendre. Si vous bougez, votre capitaine meurt sur le champ. Cette lame est empoisonnée, ainsi que la pointe des flèches de mes archers. Après, il y a quand même quelque chose d'un peu décevant vis-à-vis de cette saison, c'est qu'elle n'est pas exactement cohérente avec le reste. On apprend dans la première saison que Martin a guerroyé pendant des années avant de renoncer à son épée et de devenir moine. Mais là, il renonce à son épée dès la fin de la saison. Même à supposer que cette saison ait duré des années, ce qui est difficile à croire vu que le frère doublé par Patricia Legrand ne grandit pas, Martin est censé avoir accompli des hauts faits avec une armure que Fleur de Maïs retrouve dans la saison 1. Là, d'armure, point. On ne peut que supposer qu'il n'a pas tenu son serment tout de suite après la fin de la saison 3 et qu'il a tué quelques dragons avec son épée et son armure avant de fonder Redwall. C'est vrai, et c'est d'autant plus frustrant que la fin de la saison 1, qui en soi a l'air assez banale dans la façon dont l'intrigue se résout, prend un tout autre sens quand on la met en parallèle avec la fin de la saison 3. Martin, malgré toute sa bravoure et sa force, a été contraint à un sacrifice que Mathias, lui, a su éviter. Ça ne peut pas être involontaire, la structure des deux scènes est trop identique pour qu'on fasse pas le rapprochement. Cette saison 3 n'en est pas moins ce que Redwall pouvait être de mieux, un conte médiéval passionnant, émouvant, porteur d'un message positif avec un héros à qui on a envie de s'identifier. La mise en scène est plus épique et le contexte visuel plus fin d'Antiquité. Mais c'est tout de même la saison qui emprunte le plus à la chanson de geste médiévale sur la forme. D'ailleurs, les personnages chantent tout le temps. Au revoir, charmante amie, et merci. Ta beauté éclaire mon chemin. Enfin ça, on n'en parlera pas, il chante comme Yumi dans Code Lyoko. La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Je suis sûre d'avoir déjà entendu Patricia Legrand chanter juste dans une autre série. Ça doit être un choix délibéré. Que retenir donc de toute la série dans son ensemble? Que c'est une série atypique, avec une ambiance visuelle très particulière, qui ose être elle-même et ne se sent pas obligée d'atténuer la violence ou la complexité de ses thématiques, mais ne se sent pas non plus obligée de surenchérir dans le sensationnel et le vendable pour appâter le spectateur. Une série avec une personnalité qui mérite qu'on s'en souvienne. Ils ne nous épargneront pas. Je sais qui ils sont. Mes amis ont été en danger parce que je n'étais pas avec eux hier soir. Si nous réussissons à suivre le raccourci que j'ai prévu, tout se passera bien. La chose la plus terrifiante au monde serait qu'on donne une autre émission à Patrick Sabatier. Je suis médaille d'or des Jeux Olympiques. Vous m'excuserez, mais j'ai comme l'impression d'avoir entendu une jeune souris déclarer ce matin même que l'escalade était mieux adaptée aux écureuils. Oui, ces redoutables créatures, ces blobs, ont totalement effacé la mémoire de nos savants. Star Wars, The Clone Wars. Je suis un dieu et en tant que tel, je n'ai pas le droit d'approcher les humains. C'est pourquoi je demande ce service à mon fils préféré. Tu veux bien me le rendre? Ne t'avise pas de perdre mon foulard, Mathias. Tu es censé le porter toujours sur toi. Trouve la marque et remarque la marque qu'il a sur le bras. Choisis et clique. Le message est clair, les boys. Terminé pour le rock'n'roll. Il ne va pas faire peur à mes petits chéris, toi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ce ne sont pas que les os qui permettent le mouvement. C'est aussi la façon dont ils sont reliés entre eux. Le langage des moineaux, communément appelé Spara, est primitif, et si j'en crois ce vieux grimoire, il est extrêmement compliqué de communiquer avec eux. Et si vous demandiez à un inspecteur?
Seul leur chant cristallin leur permet d'hypnotiser le grand orgue. Salut, Barnabé. Longtemps pour la dernière fois que je t'ai vu. Mais bonne manière m'oblige à mettre un terme à cette vilaine querelle.